Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Jeanne Friot, Sophia Lombardo et Am Assitan pour l'épisode 9, Mode et genre, quand est-ce qu'on sort de la binarité ? Je pense que le genre est l'un des problèmes les plus importants et les plus intéressants de notre société. Tel qu'on l'a conçu en France, c'est une construction sociale binaire, avec deux pôles hommes-femmes, dont les caractères et les traits physiques devraient être diamétralement opposés. Mais cette approche est loin de refléter non seulement les caractères uniques de chaque individu, mais aussi l'identité profonde de nombreuses personnes, qui ne se reconnaissent pas dans le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Et elles s'identifient à un autre genre, le conçoivent plus comme un spectre que comme deux notions opposées, ne se reconnaissent dans aucun genre qui leur sont proposés. Ces personnes, trans, non-binaires, agenres, la liste est absolument non exhaustive, questionnent totalement notre vision du genre et portent les idées des luttes féministes et LGBTQIA+. Si notre perception du genre en France reste plutôt traditionnelle, il est indéniable que les choses bougent depuis plusieurs décennies et heureusement. Ces changements sociétaux commencent aussi peu à peu à se faire sentir dans le domaine qui nous intéresse, la mode. Parce que notre notion de genre est tellement codifiée, les vêtements et la façon dont nous nous habillons sont un moyen de suivre ces codes ou de les contester, de les challenger. Et de façon générale, en plus de notre style, la mode en tant qu'industrie a un pouvoir très important sur nos inconscients collectifs et notamment sur notre vision du genre. Il me semble donc que c'est extrêmement important que cette industrie reflète le vécu de tout le monde, et pas uniquement des personnes cis, c'est-à-dire des personnes dont le genre correspond à celui qu'on leur a assigné à la naissance. Cette question est encore complexe pour de nombreuses personnes, mais je suis allée à la rencontre de marques et de personnes concernées qui travaillent dans la mode et qui sont en train de faire bouger les choses. Ça m'est venu déjà parce que quand j'ai fait l'école du Perret, la première fois qu'on créait des vêtements, il fallait un peu choisir si c'était pour hommes ou pour femmes. Et en fait, moi, j'avais pas envie de choisir. Du coup, j'ai décidé de pas le faire. Et après, j'ai vu qu'il y avait d'autres marques qui existaient, qui étaient non-genrées, enfin qui étaient unisexes à l'époque, on disait ça. Aussi parce que j'aime beaucoup le vestiaire masculin, je le trouve beaucoup plus intéressant et avec une ADN plus forte en fait, vers laquelle j'ai envie d'aller. Et quand j'étais petite, je m'habillais que chez les mecs en fait, je trouve ça plus cool. J'ai plus piqué des fringues à mon père, à mon beau-père que à ma mère au début. Après, ça a été mélangé. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire une mode non genrée, aussi parce que je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin pour cet objet qui est la mode et ce médium qui est la mode avant d'être un objet, parce que c'est aussi de l'image et plein d'autres choses, de dire on fait ça pour une femme ou pour un homme, et aussi parce que la notion de genre dans la manière dont j'ai grandi et dont je m'identifie moi, je m'identifie comme étant une femme cisgenre, mais j'ai vécu avec plein de gens queer, avec des gens qui étaient non-binaires, etc., ou qui ont transitionné depuis, etc. Donc en fait, la notion de genre, elle avait pas vraiment de sens sur une binarité totale où t'es chez les hommes et chez les femmes, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire ça, parce que c'était aussi dans mes valeurs politiques. Et voilà. La voix que vous venez d'entendre est celle de Jeanne Friot, qui a lancé sa marque éponyme. J'adore les vêtements de Jeanne, parce qu'elle a su sortir complètement d'une vision binaire, en se concevant une esthétique bien à elle, qui approche le genre comme un spectre et pas comme deux pôles auxquels on pourrait emprunter des esthétiques. Cette vision lui vient directement de son enfance, où malgré quelques stéréotypes de genre, elle a bénéficié d'une grande liberté. Si t'es pas tout le temps relié à ton genre, tu te poses pas forcément la question. Évidemment, quand tu grandis en étant une petite fille, moi, surtout par ma grand-mère, en fait, mes parents m'ont pas vraiment élevée comme une petite fille. Enfin, il y avait pas de trucs très genrés et tout ça. Je pouvais faire ce que je veux. Enfin, il y avait pas ça, quoi. Mais ma grand-mère était vachement un peu à l'ancienne. Genre, il faut que tu sois bien coiffée, il faut que tu tiennes ta jupe bien comme ça, il faut que quand tu t'asseyes, tu fermes les jambes, etc. Du coup, ouais, je pense que c'est par là que j'ai pris conscience que j'étais une fille et que du coup, j'allais devenir une femme. Mais dans ma manière d'interagir dans la société et de choisir ce que j'allais faire, etc., il n'y avait pas du tout de barrière par rapport à mon genre, en fait.
Donc je pense que ça a été plutôt facile pour moi parce que je pouvais être qui je voulais, comme je voulais et faire ce que j'avais envie. L'un des grands défis liés à la contestation de la binarité du genre, c'est de trouver les bons mots, les bonnes expressions. Parce qu'on nomme majoritairement en opposition ou en référence à la binarité dont on essaye justement de se détacher. Moi-même, je ne savais pas exactement quel terme utiliser pour l'épisode, et je pense que je n'ai pas trouvé de réponse parfaite. Jeanne et son équipe rencontrent le même questionnement pour leur marque. Après, il y a un autre truc qui est, enfin, je sais qu'avec mon équipe, on se posait la question aujourd'hui de dire unisexe, c'était pas le bon mot. Non-genré, je pense que c'est toujours pas le bon mot parce que, je sais pas, il y a non dedans et je trouve pas ça positif. Genderless, c'est pareil, et puis c'est anglais, et puis il y a less dedans, donc c'est toujours pas positif. Donc, ouais, je pense qu'il faut des nouveaux mots aussi pour les nouveaux concepts. Il faut qu'on trouve d'autres manières de prononcer cette mode-là, quoi. J'ai pas encore trouvé, mais on est en train de réfléchir là-dessus aussi. Je sais pas, nous on réfléchissait à gender fusion, moi j'aime bien fusion du genre, tu vois, ça peut être pas mal. Après, peut-être qu'il faut juste un nouveau mot que personne connaît avec sans genre dedans aussi, peut-être, je sais pas. C'est un bon loto à faire sur quel mot choisir. Créer un nouveau mot, je sais pas, ouais, c'est intéressant. Ces réflexions sont partagées par mon invité Am Assitan. Vous vous rappelez sûrement d'Am si vous avez écouté notre épisode 5 sur le colonialisme dans la mode. Elle est coach en mode éthique, queer et décolonial et aide ses clients et clientes à se créer une garde-robe qui correspond à leurs valeurs. Notre conversation sur le colonialisme était absolument passionnante et j'avais vraiment envie de l'inviter à nouveau sur le podcast en tant que spécialiste de la question, mais aussi en tant que personne directement concernée par la non-binarité. D'ailleurs, je m'excuse pour la qualité du son qui est légèrement inférieure à celle que vous entendez habituellement. Nous avons dû enregistrer à distance via Zoom. Mais franchement, même pour la légère maniaque que je suis, ça valait largement le coup d'avoir une discussion aussi enrichissante. Le terme de mode non binaire me pose problème parce que j'ai l'impression qu'il construit en fait un troisième rayon artificiel et donc un troisième genre, ce qui est pour moi l'opposé de la non-binarité qui est censée être un spectre, qui est censé, s'affranchir de ces 2 pôles, très binaires, hommes-femmes. Donc créer un troisième rayon non binaire, je trouve ça, c'est contraire à l'idée en tout cas que je me fais de la non-binarité et donc du coup, moi, l'idée, ce serait plus éventuellement d'abolir en fait les rayons, tout simplement et de faire un joyeux mélange où, tout le monde pourrait se servir, où elle veut, prendre un vêtement parce que ce vêtement, lui plaît et pas parce que, se mettre des freins parce que, non, je suis un homme donc je ne peux pas porter de jupe ou non, je suis une femme, donc je ne veux pas, mettre des épaulettes énormes parce que ce n'est pas une silhouette féminine et il faut que j'ai une silhouette en 8. Enfin, des choses comme ça. En fait, faudrait à mon sens, du coup, l'idéal, ce serait juste de mettre tous les vêtements et que, chaque personne puisse choisir sans avoir de frein, liés à des stéréotypes de genre, en fait. Pour ma troisième invitée, Sofia Lombardo, penser une marque en dehors de la binarité était également une évidence. Sofia est une designer mexicaine installée à Paris et a lancé sa marque de maroquinerie, l'Ironie. Ses designs sont à la fois modernes, extrêmement élégants et branchés, avec des cuirs de haute qualité et des détails en métal absolument sublimes. Je vous laisse découvrir sa philosophie. En fait, c'était ouais, quand j'ai commencé à dire: «OK, je vais créer ma marque», c'était obligé qu'il soit éco-responsable et du coup, les non-binaires, c'était parti de la même réflexion, en fait. C'était en regardant la société, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, un peu, oui, voir, oui, la rue et mes amis, tout le monde. C'était en évidence que je voulais faire partie, dire: «Bah, oui, ça va être, non-binaire», en fait. C'était comme la éco-responsabilité, en fait, maintenant on est obligé, c'est même pas une question que tu te poses à dire il faut que je veux créer une marque de mode et tu vas la faire en plastique. Non, c'est une question que tu te poses pas et il faut qu'il soit éco-responsable et tous les marques ils doivent être là. Et du coup, c'est pareil en fait. Pour moi, c'était dans l'air du temps et ça correspondait à mes valeurs. Je voulais être oui, inclusive. En fait, au final, c'est juste que chacun se sente bien et qu'il trouve la joie avec les accessoires, peu importe les miennes ou les autres. Mais c'est juste dire, oui, on est inclusif, tu peux venir acheter l'ironie si ça te plaît et si ça te donne de joie de vivre. L'objet en soi, c'est vraiment, oui, qu'est-ce qu'ils vont ressentir en le portant. Après, c'est la personne qui va incarner l'objet et qui va faire à son style et à sa personnalité. Nous, juste on dessine, on va dire.
Hugo, c'est mon oui, associé, lui, il est maroquinier de formation. Et du coup, on s'est vite entendu les valeurs, on partageait les mêmes valeurs d'artisanat, d'éco-responsabilité et d'autres. Et du coup, ouais, on a décidé de s'associer. Et lui, bah, c'est la main, toutes les belles finitions des tranches et tout ça, c'est lui qui s'en charge. Pour finir cette introduction, Am précise un point essentiel. Il y a une différence entre notre genre et la façon dont nous choisissons de l'exprimer, notamment en passant par des médiums comme la mode. Puis je trouve ça, en fait, important de distinguer les identités de genre et l'expression de genre. Par exemple, la non-binarité, effectivement, c'est un terme parapluie, mais ça se réfère avant tout à des identités de genre plurielles, multiples. Et tandis que la mode, par essence, c'est quelque chose qui sert à s'exprimer, donc c'est de l'ordre de l'expression de genre. Et on peut très bien s'identifier comme homme, par exemple, donc avoir une identité de genre homme, et aimer porter du maquillage, par exemple, ou des jupes, qui sont des vêtements et des moyens d'expression liés à la mode qui sont codés comme féminins. Mais c'est juste une question de goût, en fait, et de comment on s'exprime. Mais ça ne veut enfin, en gros, l'expression de genre et l'identité de genre, parfois, elles vont de pair, parce qu'il y a des gens qui aiment ressembler à comment ils se ressentent à l'intérieur, mais c'est pas toujours le cas. Tu peux très bien, être une femme et vouloir porter des baggy ou être, profondément, agenre et aimer, avoir un look hyper bimbo et ça veut pas dire pour autant que tu te considères comme une femme, tu restes agenre, en fait. Donc je pense que l'expression de genre et l'identité de genre, ça doit être, des choses on doit faire la distinction. Je pense que c'est important pour éviter les confusions tout simplement et de mégenrer des gens, juste parce qu'elles, aiment tel ou tel, type de vêtements. La fluidité de genre est une réalité pour de nombreuses personnes dans notre société et commence heureusement à être prise en compte par la mode, notamment grâce au travail des personnes engagées comme mes invités. Mais ça reste quelque chose de très récent, bien que cette question existe depuis la nuit des temps, et compliqué à accepter pour une industrie qui suit des normes strictes de notre société encore très binaire. J'ai demandé à mes invités si elles avaient l'impression que la mode était prête à se détacher de cette conception. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le fait qu'on est de plus en plus à faire cette mode-là. Il y a le fait que déjà unisexe de base c'était la mode d'avant, qui était la seule mode non genrée, qu'on a vu que ça marchait pas tellement au final. Mais pour autant, très vite, les défilés sont revenus sur une base de on met l'homme et la femme à un défilé ensemble. Finalement, on sait plus trop, ça peut être sur l'homme, sur la femme. Sur beaucoup de marques, en fait, finalement, t'as des cases non genrées sur des marques de luxe, donc ça arrive, quoi. C'est pas vraiment un arc marketing où c'est pas défini comme ça, mais ça existe. Et je pense que notre génération est tellement influente dans la manière de penser le genre et dans la manière de le redéfinir et de plus avoir de cases, etc., qu'on est obligé de se poser la question aujourd'hui. Après, je pense que les journalistes de mode se posent la question depuis longtemps, que c'est un sujet dont ils parlent depuis longtemps, que ça a été une super trend il y a 5 ans peut-être, où on en parlait vachement et tout ça. Qu'aujourd'hui, c'est plus forcément tellement le cas, où c'est vraiment des gens très intello qui vont être là-dessus, soit en littérature, soit en philo, soit dans la mode, vraiment des journalistes qui pensent le sujet, etc. Mais quand tu crées une marque non genrée et que t'es confronté au système de la mode, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de barrières encore à décloisonner, qu'en fait on est face à, et c'est un truc très clair et très brut, mais que t'es face à des magasins qui sont genrés. Que t'es face à un vestiaire qui est genré, parce qu'en fait si tu vas aux Galeries Lafayette, t'as une Galerie Lafayette homme, en femme, que c'est pareil pour le printemps, que c'est pareil pour beaucoup d'institutions comme ça, que même dans des micro-concept stores où en fait t'as un seul magasin, c'est quand même divisé par deux, s'ils ont l'homme et la femme, ou qu'il y en a qui ont que homme ou que femme. Ça veut dire qu'il faut quand même que tu rentres dans une case, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore... Il y a beaucoup de online maintenant qui ouvrent parce qu'ils sont online et parce qu'ils sont nouveaux et parce qu'ils ont envie d'être novateurs là-dessus. Nous, on est rentré sur plusieurs concept stores online qui en fait disent bah c'est trop cool, on kiffe le fait qu'il n'y ait pas de barrière de genre, on vous met sur le truc non genré, on vous met sur le truc où en fait c'est à la commande, etc. et qui adorent ça, mais c'est 2% dans la marre de la big industrie qui est la mode, quoi. Je pense qu'en fait, le plus on sera à faire de cette mode-là, le plus ça sera forcément une question, et ça sera pas une question qu'on nous pose à nous, mais ça sera une question que les acheteurs se posent à eux. Comment on fait pour faire différemment de toutes ces années, et est-ce qu'on reconstruit les espaces pour les mixer Je sais pas, je pense qu'il y a plein de choses il y a plein de choses à faire en fait. C'est ça qui est excitant aussi, c'est que le début d'une grande histoire qui se construit depuis longtemps, mais qui est en train vraiment d'éclore. Donc si on arrive tous à un peu
exploser et tout ça et que ça commence à être vraiment là sur le marché et ce sera obligé que les autres s'adaptent. Il y a donc une certaine résistance de la part des acheteurs et acheteuses qui font pourtant partie des professions les plus puissantes du milieu, même si ça avance un petit peu. Ham voit aussi quelques évolutions dans les différentes sphères de l'industrie, mais le progrès reste partiel. Alors au niveau de l'industrie de la mode, mais plus dans la sphère fast fashion, je dirais il y a quelques marques qui essayent de s'emparer de ce sujet parce que, faut pas être problématique et ça fait partie de tout ce qui est greenwashing, pinkwashing et cetera. Mais ça reste, des collections qu'elles appellent, enfin que ces marques-là appellent unisex et comme on disait qui sont, au final, c'est la création d'un troisième rayon et en plus, enfin je suis désolée mais, c'est très moche ce qu'il y a là-bas. C'est des basiques, c'est informe, il y a aucune coupe et au final, c'est juste quelque chose qui noie le corps pour effacer toute partie qui s pourrait être, rattachée à un genre, en fait, ou rattachée à un sexe plutôt. Parce que là, du coup, toute, partie du corps qui pourrait être sexuée ou sexualisée doit être, camouflée dans ce genre de rayon. Donc du coup, ça va à l'encontre de ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai l'impression que la fast fashion fait pas mal ça et puis ensuite, bon, la haute couture, c'est autre chose. Il y a toujours eu, j'ai l'impression un peu des mélanges, mais c'est plus une question de hype plutôt que enfin, une question de créer le buzz ou de créer, quelque chose d'artistique plutôt que de vraiment réformer les normes de genre, en fait. Donc c'est un peu différent. Et pour ce qui est de la mode éthique, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène depuis quelques années qui peut-être bouge un peu avec, tout ce qui est, question LGBTQIA+ et tout récemment, mais quand même une espèce de c'est de la mode éthique par des femmes pour des femmes ou, c'est de la mode, éthique par des hommes pour, des hommes et il y a vraiment, cet accent qui est toujours mis sur, la féminité des vêtements ou la masculinité de la marque. C'est un phénomène qui est assez intéressant. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, peut-être, juste des revendications féministes, les femmes, qui se revendiquent comme telles et qui veulent avoir pour une fois quelque chose à elles, ce qui est compréhensible aussi, hein, il y a pas de souci. Mais du coup, effectivement, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est, toujours très polarisé en fait et très genré, que ce soit de façon binaire, donc hommes et femmes, ou que ce soit cette espèce de nouvelle triade avec homme-femme et unisexe ou non-binaire au milieu. J'ai l'impression qu'on en est là pour l'instant et que ça va mettre un petit peu de temps peut-être à bouger. Sophia fait remarquer à juste titre que certaines marques se détachent d'une esthétique binaire du genre depuis longtemps, même si ça n'était pas qualifié comme tel à l'époque. Dans la mode, je pense que oui, elle est complètement en train de s'affirmer encore plus. Et je pense que la mode, elle a été toujours binaire, non binaire avant, mais on n'avait pas ces lexiques, on n'utilisait pas les mots comme ça, mais les stylistes japonais, Yohji Yamamoto, on pourrait dire c'était complètement genderless dans les années 70, juste qu'on ne l'appelait pas comme ça et seulement les femmes défilaient dans les runways. Du coup, bon, ok, c'était pour des femmes, mais en fait, non, c'est complètement genderless. On disait avant-gardiste ou les looks féminins masculins ou il est androgyne, mais en fait, lui, il créait juste des vêtements, justement, avec des coupes larges et tout, mais il voulait juste. Il habillait pas que des femmes. Ça existe depuis des années, c'est pas nouveau en fait. C'est juste que maintenant on le voit partout et on sent que il faut que ça change, mais oui, il faut que maintenant ça soit partout, mais il était toujours là et maintenant on l'a mis un peu plus en lumière, plus à l'avant et du coup oui, plus affirmé et oui, il faut je pense que ça va continuer comme ça. Il y a quand même des avancements positifs. Bon, déjà le fait qu'on en parle, mais aussi que les marques non binaires, non genrées, bon, vous avez compris le problème avec le vocabulaire, sont de plus en plus soutenues par l'industrie. Par exemple, l'Ironie et Jeanne Friot font toutes les deux partie de la Caserne, le plus gros incubateur européen de mode durable, situé en plein cœur de Paris. Juliette Angeletti, qui a participé à notre épisode précédent sur la mode française, y travaille également. Je trouve que c'est un excellent signe pour la mode non genrée et une belle opportunité pour les jeunes créatrices, comme le raconte Jeanne. On est rentré à la caserne parce que la marque commençait à bien grandir et tout ça. Surtout que les Maeva de la caserne et son équipe ont vachement aimé l'univers et l'ADN que j'avais. Donc on a eu la chance qu'ils nous disent oui et qu'il y ait un espace qui se libère à ce moment-là et tout ça. On est arrivé un tout petit peu après les autres. Et je suis ravie d'être là parce que c'est un cadre de dingue. On a nos ateliers en bas où on peut faire une partie de nos protos et surtout une mini partie de notre prod, quoi.
Les pièces qui sont faites à la demande, qui sont faites à la main. Donc ça m'a permis de grandir encore plus qu'avant, d'avoir ouais, un espace vraiment super sécure et cool pour continuer de grandir en fait. Donc ça c'est super chouette. On voit donc des dynamiques positives, bien que lentes, qui se mettent en place dans l'industrie. Et au niveau sociétal, comment réagit le grand public et les consommateuristes lorsqu'on leur parle de mode qui questionne la binarité du genre? Vous allez le voir, les réponses de mes invités sont mitigées, car les questions autour de ce thème concentrent beaucoup de tensions. D'ailleurs, petit point vocabulaire, Am va évoquer des féministes TERF, ce qui est un acronyme pour Trans Exclusionary Radical Feminist, c'est-à-dire des féministes qui rejettent les personnes trans ou non-binaires des luttes patriarcales. En tant que féministe intersectionnelle, je m'oppose à leur idéologie, mais je voulais vous faire une petite définition pour vous aider à comprendre les enjeux derrière ce terme. Tu parlais des consommateuristes tout à l'heure. Effectivement, je pense que l'industrie en est là aujourd'hui. Elle n'est pas forcément prête à franchir le pas, mais les consommateuristes non plus parce qu'au final, moi j'ai l'impression dans mon petit microcosme où tout le monde est, personne n'est cis, personne n'est hétéro non plus, tout le monde adore la mode et tout le monde est à peu près engagé, que ce soit de façon écologique, sociale ou politique. C'est hyper ouvert à ce niveau-là et tout le monde fait un peu ce qu'elle veut. C'est l'expression à fond et voilà. Ça reste un microcosme. Récemment, par exemple, j'ai mis des vêtements sur Vinted. Je crois que j'ai reçu peut-être 3 ou 4 personnes qui m'ont demandé: «Est-ce que c'est un vêtement homme ou un vêtement femme?» J'étais là: «Ben, en soi, ça te plaît, donc c'est quoi le problème si je te dis homme ou si je te dis femme? Enfin, il y a moyen que tu changes d'avis?» C'est un peu de la surprise par rapport à ce genre de questions. J'étais là, enfin vraiment, je ne comprenais pas trop, mais du coup, je me rends compte qu'il y a vraiment, énormément de personnes qui sont pas forcément, soit déconstruites par rapport à ces sujets-là, soit qui ne sont pas du tout exposées à ces sujets-là aussi, qui sont pas concernées non plus. Donc je pense que la grande majorité des consommateuristes ne sont pas non plus, ben, prêtes à accueillir, cette nouvelle façon de voir la mode. Au niveau de ma communauté, c'est toujours bien perçu parce que, bah, déjà, je pense que dans ma communauté, il y a des personnes qui sont féministes, énormément de personnes queer, énormément de personnes neuroatypiques et le reste, c'est des alliés. Donc ça se passe plutôt bien en général. Après, effectivement, il y a des trolls, comme tu dis, qui arrivent parfois, qui tombent s'il y a un post qui explose ou un réel qui explose. Ça arrive, ça dépend des périodes. Selon les périodes, on retrouve les mêmes types de profils de trolls. Donc je sais pas trop s'il y a une saisonnalité, à leur niveau, s'il y a des événements, dans certaines communautés et tout, mais ça dépend. Parfois, c'est des mascus, parfois, c'est, des cathos de droite, parfois c'est des TERF. Ça change un peu selon les périodes. Moi, en soi, ça me dérange pas parce que, eh ben, ça me fait, des interactions et donc mon post, enfin, s'ils peuvent, s'exciter tant qu'ils veulent, moi ça m'arrange, hein. De toute façon, ça me fait du «buzz» entre guillemets. Donc voilà, il y a une période où ça aurait pu me déranger, mais maintenant, je suis tellement sûre de moi-même, de mon identité, de ce que je revendique que non. Là où ça me dérange, c'est quand ça devient agressif par rapport à des personnes qui me suivent dans les commentaires. Parce que parfois, ben, ces trolls-là vont répondre à d'autres commentaires et vont insulter des personnes de ma communauté et là, ça me pose problème et donc là, moi, j'ai aucun scrupule à supprimer et à bloquer parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables dans ma communauté. Il y a des personnes peut-être qui sont pas de ma communauté, mais qui vont tomber sur ce type de post parce qu'elles sont en recherche, parce qu'elle s'intéresse à tout ça, ce sont mon questionnement et j'ai pas envie que, ben, qu'on tombe sur ce type de commentaire qui, bah, peut faire de gros dégâts, en fait, sur une personne fragile ou même sur, n'importe quelle personne, en fait, qui est pas forcément habituée à ce genre d'agressivité. Déjà que ce sont des communautés, enfin, la communauté, LGBT, c'est, une communauté qui est assez discriminée, qui est marginalisée, encore plus, les personnes non binaires, qui est quelque chose de relativement nouveau dans la sphère, publique. J'ai pas du tout envie que, bah, que ça puisse, bah, générer des trucs qui peuvent être graves, en fait. Parce que comme tu l'as dit, enfin, il y a des personnes, de la communauté qui meurent, tous les jours. La transphobie tue, donc c'est pas le but que d'encourager ce genre de comportement ou juste de les tolérer et de les laisser. Donc voilà, j'ai pas aucun scrupule à supprimer et à bloquer ce type de personnes dès que ça devient, problématique. Ça dépend, oui, il y a des clients qui voient surtout le sac Bruna qui a une anse, mais en fait, il est versatile. On peut enlever l'anse, le porter en banane, en bandoulière. Du coup, oui, quand ils voient
tel quel les sacs avec ça 11, bah, ils disent: «Mais comment ça, c'est non-binaire, c'est pour des femmes?» Et bah non, bah non, c'est pour tout le monde. Et du coup, oui, il faut juste les expliquer ou les montrer à certaines personnes. Il faut les visuels. Quand ils voient les photos, ils se rendent compte, ah, mais oui. Justement, la semaine dernière, il y avait un pote à moi qui portait cet harnais, mais la chaîne, du coup, elle est beaucoup plus longue. Elle fait un peu plus large. Et du coup, quelqu'un l'a vu, je dis, ah, waouh! J'avais adoré, mais bon, je me suis dit, non, c'est pas pour les mecs. Et là, je le vois sur ton pote et ah, mais c'est trop cool, j'en veux un. En fait, oui, il faut juste un peu montrer que c'est inclusif. Pour d'autres, c'est direct, mais d'autres, ils ont besoin un peu plus. Justement, ces produits-là, je ne pensais pas qu'ils allaient plaire vraiment à tout le monde, tous les âges. Et j'étais agréablement surpris de voir un monsieur super bien habillé de 60 ans qui a dit je prends l'harnais, du coup j'ai ajusté la chaîne, est-ce qu'elle est plus large par rapport à ses épaules, blabla. Et super content, après une fille, une dame, vraiment tout le monde, tous les genres, ils se sont trouvés dans le produit. Du coup, ça fait plaisir de voir que, oui, même sans parler, les produits, oui, les gens, ils sont envie parce que c'est un produit beau et ça va bien avec son style et du coup, c'est naturel. En fait, je pense que c'est marrant parce qu'on a ma mère, elle adore, genre elle veut tout le temps m'acheter des trucs ou que je lui donne et tout ça, elle kiffe, donc c'est cool. Mes frères aussi qui sont beaucoup plus jeunes et je vois les gens qui achètent et tout et c'est vraiment plutôt des gens assez arty ou qui comprennent directement le message, qui n'ont pas trop de questions à se dire: «Je suis une femme, est-ce que ça va m'aller? Je suis un homme, est-ce que ça va fitter ou quoi?» Ils sont juste en mode: «Ah là, j'aime trop cette couleur, j'aime trop la coupe, je m'achète ça, c'est mon kiff, quoi». Donc c'est assez cool parce qu'il y a vraiment aucun retour sur le fait que ça soit un problème, le fait que ça soit pas assigné à un genre. Ça c'est assez chouette. Ouais, c'est assez divers et moi j'aime bien que ça soit inclusif aussi, donc j'ai envie de dire je kiffe le fait que ma grand-mère elle puisse le porter, mais que ma petite sœur aussi, que mon frère de 15 il kiffe ou que... Enfin, je pense que notre public il est assez large et que en fait le retour c'est... En fait c'est assez agréable parce que c'est moi ce que je voulais avec la marque, c'est tu tombes amoureux d'une pièce. Et ça parle de l'identité de, en fait, d'une allure. T'achètes pas ça parce que c'est une chemise, t'achètes ça parce que c'est une allure, tu vas te sentir bien dedans, que tu as envie de faire de la fête, que tu as envie de faire n'importe quoi, mais d'être un peu différent en fait, et d'avoir comme une carapace ou quelque chose qui va prôner ton identité ou ta manière d'être à l'intérieur ou d'agir, etc. C'est vraiment une énergie, je pense, la manière dont je fais le vêtement, la silhouette et tout ça. Donc finalement, ce qui se ressent, c'est que les gens, ils viennent acheter Jeanne Fréau pour ça, quoi. Ils tombent amoureux d'une couleur, d'une matière, d'un look, d'une manière d'être dans le vêtement. Donc ça, c'est assez agréable et c'est assez surprenant parce qu'il y a des pièces où j'aurais jamais imaginé que ça marche, type le jean à la plume, tu vois, où moi j'ai adoré faire cette pièce. Mais au final, c'est en train de devenir une de nos pièces phares. Parce que genre tous les magazines nous ont dit ok, on le veut, on le veut, on le veut, on le veut, qu'il est partout et je suis trop contente. Mais aussi parce qu'on en vend, quoi. Et en fait je pensais jamais vendre ça. Donc c'est assez plaisant de voir que finalement les pièces que t'as pris le plus de fun et d'amour à faire, c'est aussi les pièces qui marchent au sein de ta marque. C'est pas que de faire du t-shirt ou de sweat, que j'adore faire aussi, mais et que je fais surtout en prenant des valeurs avec des slogans et tout, donc c'est aussi super agréable que ça marche. Mais que tu as d'autres pièces plus folles et plus faites à la main et avec une vraie valeur d'artisanat, etc., qui fonctionnent aussi, quoi. Donc c'est cool parce qu'on est vraiment à deux échelles là-dessus. J'espère que ça va continuer à être comme ça, surtout sur la collection qu'on est en train de faire là, où on a vachement de pièces faites. En fait, on a des pièces plus portables, mais plus crazy en même temps. Donc, j'espère que ça va continuer parce que vraiment, je pense qu'on prend une bonne dynamique aussi. Aussi parce que ça va être la première fois qu'on monte vraiment des vêtements aux gens, quoi. Première présentation, premier showroom, première fédération. Voilà, donc c'est plein de premières fois. Mais c'est la première fois aussi que les gens vont voir les produits en vrai, quoi. Donc c'est super excitant. Malgré les réticences, il y a des consommateuristes qui trouvent leur compte et qui soutiennent les marques, et ça c'est top. Mais quand même, je voulais revenir sur le fait que ces questions cristallisent énormément de violence, et que les personnes concernées par la non-binarité sont massivement discriminées, allant des micro-agressions aux assassinats purs et simples.
Pourquoi certaines personnes sont-elles incapables d'accepter que tout le monde n'a pas le même vécu autour du genre, parfois au stade de détruire la vie des autres? Am nous donne un début de réponse édifiant. C'est très bizarre. En fait, j'ai l'impression que justement les gens, le prennent autant à cœur, même si elles ne sont pas du tout concernées. Donc en soi, moi je pars du principe si tu es pas concerné et si ça te cause pas de problème, bah, juste, tais-toi en fait et continue de vivre ta vie. Comme tu dis, ça cristallise vraiment des tensions et je sais pas, une espèce un truc profond, genre limite viscéral, comme si on mettait en danger tout leur système, ce qui, bon, est le cas, hein, mais bon, pas de souci, c'est assumé. Mais je sais pas, en soi, ben, on pourrait très bien faire notre truc dans notre coin et eux, ils continuent à vivre, comme elles l'entendent et à être, à fond mascu, à fond, mais c'est vrai que, je sais pas, les gens le prennent très, très mal, comme si on mettait en danger une partie de leur existence même, de leur tradition, de leur façon de vivre leur vie et je pense que c'est ça, en fait, qui crée l'agressivité. C'est une impression de se sentir en danger. Et donc, un animal qui est en danger, bah, il agresse, ou alors il frise, ça dépend. Et comme, ben, les hommes, on les entraîne, enfin on les entraîne, on les éduque à agresser à chaque fois, bah, et voilà, ils vont être dans l'agression. Je pense que c'est vraiment, ces personnes-là se sentent en danger parce qu'on met en danger leur système qui fonctionne très bien et qui les privilégie depuis pas mal d'années aussi. Donc on met en danger leurs privilèges, en fait. Et donc, bah, les personnes qui sont j'ai l'impression qui réagissent le plus mal par rapport à toute cette remise en question des genres, ça va être, bah, les mecs cis, hétéros, blancs, bon toujours eux, de toute façon. Mais on voit aussi pas mal de femmes, bah, blanches, cis. J'allais rajouter hétéro, mais pas forcément parce qu'en soi, il y a des meufs qui sont pas hétéros et qui ont du mal avec ça. Bah, ouais, je pense que c'est une question de privilège aussi parce que néanmoins, elles restent privilégiées par rapport, à leur identité de genre à elles, à, leur classe sociale éventuellement, à leur couleur de peau et donc pareil, ça les met en danger et après, je sais pas trop dans quelle mesure les gens s'en rendent compte ou pas, mais si on revient on avait parlé la dernière fois des colonisations et cetera. La binarité des genres, c'est quelque chose de très occidental et très européen et au final très récent dans l'histoire de l'humanité et si on prend, sur d'autres continents, que ce soit le continent africain, asiatique, le continent américain, il y a pas si longtemps que ça, en fait, on trouve encore des ethnies, des communautés, des tribus où, en fait, la binarité des genres n'existe pas et c'est un concept totalement étranger. C'est quelque chose qui a été ramené vraiment avec, les religions monothéistes et la colonisation. Moi, je le vois à titre personnel comme ça aussi, c'est un peu, une façon décoloniale de voir le genre et on sait que, tout ce qui est racisme et décolonialisme, antiracisme et cetera, ça, c'est toujours aussi problématique comme sujet. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut le rattacher parce que je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont au courant de ça, mais peut-être inconsciemment quand même, elles se disent: «Mince, on remet en cause mon système colonial et mes valeurs à moi». Donc ça fait beaucoup de choses à remettre en question et peut-être d'où l'agressivité de certains et certaines, effectivement. Je suis vraiment contente qu'Am ait soulevé ce dernier point, car il me semble que c'est un élément essentiel. Le genre est une construction sociale patriarcale, bon ça on a compris, mais aussi très occidentale. C'est le pilier de nombreuses identités européennes qui reposent sur un système de discrimination et de hiérarchisation. Et je pense qu'Am n'a pas tort en y voyant une cause d'animosité face aux personnes qui le contestent. Bien sûr, de nombreuses personnes réactionnaires n'en ont pas conscience, mais je pense que ça les touche aussi parce que ça remet en cause non seulement leurs privilèges cis, mais aussi potentiellement leurs privilèges blancs. C'est important de connaître les origines de nos constructions sociales, parce que ça nous permet de mieux les décortiquer et les analyser, voire de les combattre si elles sont oppressantes. Pour continuer cet épisode, j'avais envie de poser la question des obstacles à mes invités. Est-ce que c'est compliqué, en tant que marque, de créer des vêtements non genrés ? Est-ce que c'est compliqué, en tant que personne non binaire, de s'habiller et de se construire un style comme on le souhaite face à la fermeture de l'industrie ? Quand j'ai posé cette question à Jeanne, j'avais notamment en tête le fait que ça peut être compliqué de faire des coupes pour des corps diversifiés. Il s'avère qu'en fait, c'était une question qui n'était pas du tout pertinente et que Jeanne entend toute la journée. Elle m'a donc expliqué pourquoi, selon elle, il fallait dépasser cette vision et je suis bien contente qu'elle m'ait éclairée sur le sujet. La difficulté, c'est de se confronter à des acheteurs qui ne comprennent pas et vont te mettre. Je pense que c'est plutôt ça. Enfin, sur les coupes et tout ça, c'est vraiment une question que tout le monde pose, mais pour moi, c'est une question qui a plus
Non, elle devrait plus être posée, quoi, parce que au final, il y a 46 000 hommes différents, 46 000 femmes différentes, 46 000 personnes intersexes différents. En fait, tous nos corps sont différents, donc le truc de la morphologie, pour moi, c'est une vieille croyance qui est pas vraiment très vraie, quoi. Mon bras droit, il s'habille chez les meufs parce qu'il a des hanches, donc en fait, les pantalons meufs, ça lui va mieux, quoi. La moitié de mes potes s'habillent chez les meufs parce qu'en fait, dans le vestiaire masculin, ils trouvent ça un peu genre boring, des couleurs fades et la manière dont c'est coupé. La moitié sont des personnes queer ou juste des personnes qui sont un peu arty, bah ils ont envie d'avoir plus d'options en fait. Juste de pouvoir choisir un truc rigolo ou un truc super flashy ou une matière un peu cool et finalement le vestiaire masculin regorge pas énormément de ça. Puis les mailles c'est élastique et enfin voilà quoi. En fait, c'est vraiment un truc auquel les gens s'accrochent et disent tout le temps oui, alors d'accord, vous faites de l'oversize, du coup ça marche pour tout le monde. Oui, mais ok, l'oversize ça marche pour tout le monde, mais en fait ça veut rien dire quoi. C'est même si t'as un truc hyper fité, ça peut aller genre sur mon meilleur pote qui est tout mince et sur une meuf qui est toute mince, mais ça peut aller pas aller genre à telle ou telle personne qui a pas la même morpho quoi. Et en fait, t'as des morphologies hommes et femmes ou personnes transgenres, etc., qui collent et d'autres qui collent pas, quoi. Donc, ouais, je sais pas pourquoi les gens pensent ça, parce que ça a été pareil des normes. Alors, ouais, les mecs, il y a plus parce que t'as un pénis, machin, tu es plus au milieu, et puis les femmes, elles ont plus dérangé que ça. Mais en fait, genre, logiquement, si tu réfléchis à la manière de concevoir un vêtement, finalement, le truc d'avoir plus d'aisance au milieu ou plus d'aisance sur les côtés, bah, ça se répartit, et du coup, ça marche pareil sur les deux. Enfin, je sais pas. Mais les pantalons, en fait, les pantalons, le jean 500, il est porté depuis 50 000 ans par des femmes qui prennent le truc du boyfriend jean. Enfin, les femmes se sont emparées du vestiaire masculin depuis bien des années. Est-ce que c'est vraiment encore une question? Je crois pas. Les hommes commencent à s'emparer du vestiaire féminin depuis pas mal de temps aussi. Enfin, c'est de plus en plus récurrent, surtout avec notre génération. Est-ce qu'on peut vraiment encore se dire... Et puis même, c'est quoi un corps d'homme, c'est quoi un corps de femme? Enfin, c'est... Voilà. Du côté d'Am, Aëlle n'a aucun souci à se créer un style vestimentaire qui lui convient, mais elle a conscience que ça n'est pas le cas de toutes les personnes non binaires. Moi, en soi, j'ai jamais fait trop attention, aux rayons, je prenais ce qui me plaisait. Quand je dis que j'aimerais bien qu'il y ait plus de rayons, c'est pas forcément pour moi parce qu'en soi, moi, j'ai aucun problème à piocher où je veux. C'est plus, par rapport aux personnes qui pourraient se mettre des freins par peur des jugements et donc du coup, c'est plus pour, en fait, les aider et les aider à se libérer et à accepter plus de choses et en fait, lever les freins pour que tu es une femme et que tu as envie de mettre des jupes, c'est très bien. Enfin, tu continues, il y a pas de souci et si, tu te considères comme, je sais pas, gender fluid ou transmasque et que tu as envie, de porter autre chose, mais que tu as pas enfin, je sais pas, il y a aussi, beaucoup de choses, par exemple, par rapport, aux personnes qui sont sous le parapluie non binaire. Il y a beaucoup un engouement autour de l'androgynie parce que justement avec la création de ce 3e genre qui, en fait, la binarité, c'est très compliqué à déconstruire, je pense. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, quand je parle aux gens, j'ai l'impression que c'est très compliqué à déconstruire et du coup, c'est plus simple de créer un 3e genre parce que, du coup, on mettrait tout ça à l'intérieur et puis, ça on reste dans, ouais, notre système de, mettre les gens dans des cases et c'est terminé. On crée un 3e genre et on crée du coup, ben, une apparence qui doit être androgyne. Donc du coup, tu as beaucoup de personnes non binaires qui ont cette pression un peu inconsciente à devoir avoir l'air androgyne pour qu'elles puissent être légitimes dans leur genre, qu'on puisse les genrer correctement et tout ce qui va avec. Sauf que, bah, il y a des personnes qui ont juste pas, ce type de morphologie, ce type de physique-là et donc ces personnes-là en souffrent et donc c'est vraiment dommage. Se freiner parce que, «Ah ben non, je suis non binaire mais j'ai une apparence de femme donc il faut absolument que j'aille m'habiller au rayon homme sinon ça va pas le faire et sinon on va me genrer comme une femme tout le temps et moi après je vais être mal». Du coup, si on pouvait abolir tout ça, ça serait cool et ça simplifierait la vie à toutes ces personnes-là, qui, ont cette pression à devoir entrer dans la case androgyne maintenant. Moi, j'ai la chance d'être, en freelance et de bosser à distance. Je vois pratiquement personne. Donc je peux m'habiller comme je veux et c'était pas le cas enfin, en soi, si, c'était le cas pour moi quand je bossais en bureau parce que j'en avais rien à faire et que j'avais pas l'intention de rester. Mais s'il y a des personnes qui veulent faire une carrière, j'ai l'impression qu'il faut se plier à certaines normes et à certains codes vestimentaires, bah, ça peut, à ce niveau-là, poser problème. Donc moi, comme j'ai dit, ben, moi, je fais un peu ce que je veux. En gros, mon style vestimentaire, il faut que j'ai l'air le plus irréel possible. C'est, j'ai envie de ressembler à un elfe, j'ai envie de ressembler à une créature magique et donc du coup, en soi,
c'est même plus dans la binarité ou quoi que ce soit, c'est juste, totalement en dehors de ça. Mais le plus fantastique, j'ai l'air, au mieux je me porte, en fait. Donc c'est très spécifique et j'ai bien conscience que toutes les personnes non binaires ne sont pas comme ça non plus. Je peux vous le confirmer, le style d'âme est assez épique. On en revient encore au fait que notre genre ne définit pas forcément son expression, tout comme il ne définit pas non plus notre caractère. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais les clichés sexistes pèsent encore énormément sur les hommes et les femmes. Je trouve ça génial d'arriver à avoir des conversations sur le sujet, parce que ça nous permet à tous de sortir de cette vision et de vivre notre personnalité comme on l'entend. Jeanne me raconte par exemple son approche personnelle que je trouve passionnante. Mais c'est vrai que les gens sont assez déstabilisés parce que en fait, je suis une meuf féminine ou pas, mais hyper virile dans ma manière d'être, dans mon énergie et tout ça. Du coup, genre, parfois, les mecs qui m'abordent dans la rue et tout ça, ils sont un peu déstabilisés parce qu'ils savent pas trop comment gérer. Et en fait, moi, j'aime bien cette alliance. Enfin, j'en parlais même avec des personnes qui sont vachement déconstruites là-dessus, et dont quelqu'un avec qui j'étais en couple pendant très longtemps, qui est un homme maintenant. Et en fait, je disais, mais je crois que je suis quand même assez virile, tu vois, dans la manière dont on représente la virilité et tout ça. Et il me disait, mais ouais, de fou, en fait, genre, t'es même plus viril que moi, avec genre, je sais pas combien de testostérone. Et ça, ouais, c'est assez intéressant parce que c'est une question que je me suis jamais posée, parce que, en fait, ça avait pas forcément de sens, parce que je me suis dit, est-ce que je suis bien dans mon genre? Ouais, en fait, parce que mon genre, je le performe comme moi, j'ai envie de le performer. Donc, c'est-à-dire que si je veux porter des avants, je porte des avants, si je me mets à plat, machin. Et en fait, ça veut rien dire de la manière dont je performe mon genre, dans le sens où c'est mon mental, la manière dont je m'exprime, et pareil, mon énergie, comme sur le vêtement et tout ça, qui définit qui je suis. Et c'est pas juste t'as les cheveux longs, t'as les cheveux machin. Enfin, tu vois, tout ça, je pense qu'on peut passer au-dessus, quoi. En fait, pour moi, c'est logique, quoi. Tu devrais pouvoir te dire, est-ce que je suis bien? Est-ce que je voudrais être autrement? Voilà. Et après, tu fais comme tu veux, en fait. Du côté de Sophia, il n'y avait pas non plus de défi spécifique dans le fait de créer des accessoires non binaires. Mais comme chaque marque qui passe sur le podcast, l'ironie est également une marque éthique et éco-responsable. J'en ai donc profité pour lui demander si elle pouvait nous raconter comment se crée un sac l'ironie de la conception à la production. Je commence à regarder beaucoup d'images de toutes sortes, des architectures, des mobiliers, des robinets, vraiment genre le catalogue Ikea, non, non pas ça, mais presque. Et vraiment, ou des insectes, je regarde vraiment beaucoup d'images. Après, bien sûr, avec des formes, des sacs vintage, des sacs de plombier ou des sacoches de je sais pas quoi, des métiers. Et après, ouais, je fais un mix, je commence à dessiner, voir trouver des formes. Et après, avec Hugo, on fait la maquette ensemble en 3D. Du coup, lui, il voit plus les volumes, la construction, plus la technique par rapport à mon dessin, si c'est faisable, si il me propose d'autres constructions, mais en gardant la même esthétique que je veux. Du coup, on travaille ça ensemble. On fait un premier prototype en cuir et après on ajuste, on valide et on lance. Sophia m'a également raconté comment elle source son cuir de manière durable. C'est des cuirs des stocks dormants. On n'utilise que de la matière existante. Les grandes maisons de luxe, il y a beaucoup de matière qui est endormie, on l'appelle comme ça, stock dormant, qui reste dans les étagères. Du coup, l'idée, c'est vraiment juste prendre la matière qui est déjà là pour créer des sacs, du coup, en série limitée, vraiment par couleur. Et c'est des super belles matières. Du coup, on les donne une autre vie. Et après, bon, il y a cette contrainte et on peut pas trouver toutes les couleurs qu'on veut ou pas au même moment, mais c'est aussi un challenge créatif et trouver les bonnes combinaisons de couleurs et détourner la chose pour qu'il soit quand même beau et contemporain. Hugo, il fait la partie prototype, on va dire. Et vraiment aussi, on a une commande spéciale des couleurs que nous, on ne propose pas sur la carte. Bah, Hugo, il est là pour le faire. Mais après, oui, on travaille avec des ateliers en France. Hugo, il est la 3e génération de maroquinier. Du coup, il connaît vraiment tout le monde. Et oui, des ateliers qui a l'habitude de travailler. Du coup, c'est oui, une grosse partie importante et chouette d'avoir juste déjà cette contact et cette familiarité d'arriver qui puisse prendre une jeune marque. C'est pas évident. Et du coup, là, les finir par Hugo, c'est bien. En fait, oui, je pense pas au «Oh, il faut qu'il soit non-binaire». Bah, en fait, j'ai juste dessine et après, si ça plaît, ou si les gens ils trouvent ça plus féminine. En fait, comme je disais avant, la personne il va l'adopter.
Moi, je dessine ce qui me fait plaisir, entre guillemets, parce que c'est pour ça que j'ai créé ma marque, pour me faire plaisir. Et si je trouve ça drôle et je trouve que mes amis, ils pourraient le porter, je vois. Du coup, oui, je m'éclate, je montre. Ils disent oui, c'est trop bien. Ok, continue, du coup, ok. C'est complexe de voir où notre société se situe au niveau de la binarité du genre, que ça soit parmi les personnes ou au niveau des industries comme la mode. J'ai l'impression qu'il y a certaines situations qui avancent, d'autres qui stagnent, voire qui reculent, notamment lorsqu'il y a des violences. Pour faire le point sur la situation, j'ai demandé à mes invités ce qu'elles en pensaient. Oula, bonne question. Comment je vois les choses évoluer? Moi, de toute façon, je suis forcément optimiste, puisque sinon je ne serais pas là en train de faire ce que je fais. Je pense qu'il faut toujours se battre pour réussir à imposer son point de vue et réussir à être visible, etc. Ouais, j'espère que ça va évoluer rapidement. J'espère qu'on sera plus de personnes à faire cette mode. Les institutions sont obligées de se mettre en accord avec et de changer leur fonctionnement. Que ce sera même plus une question de se dire on va aux toilettes des hommes ou aux toilettes des femmes à un certain moment, tu vois. D'aller à droite ou à gauche pour choisir ta chemise ou ton pantalon. Ouais, j'espère que tout ça, ça va changer. J'espère qu'il y aura plus de femmes à des postes de pouvoir dans la mode, au sein de l'industrie de la mode, parce qu'on est beaucoup de femmes à travailler dans la mode, mais on est très peu de femmes à avoir des postes de pouvoir dans ce milieu. Donc je pense qu'il faut que ça émerge de plus en plus. Ouais, je suis assez optimiste. Je pense qu'on est pas mal à avoir fait. Enfin, qu'il y a eu des gens avant nous qui ont pas mal déblayé le chemin et que plus ça continuera et mieux ce sera. Et il faut continuer de se battre et de rien lâcher. Je pense qu'on est dans cette expansion, dans cette, je sais pas si je peux dire révolution, mais on veut tous se faire entendre, crier. On est fatigué d'être classé, étiqueté. On veut juste profiter, s'amuser, aimer. Du coup, je pense que ça va continuer comme ça. Il y a tellement de gens qui maintenant ils disent bah je peux être moi-même, je peux porter des jupes, je peux être comme je veux. Et du coup, je pense que c'est collectivement, tout le monde est en train de voir qu'est-ce qui se passe, les changements, et ils disent moi aussi je veux faire partie. Moi aussi, ouais, je veux être libre, et du coup, je pense que ça va juste continuer à grandir de plus en plus, bah, j'espère. Maintenant, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas l'avenir, pourquoi se restreindre et réfléchir trop, en fait. Il faut juste aller vers l'avant. Mais bien sûr, oui, il y a des contraintes, il y a des gens qui ne comprennent pas forcément la mode ou les gens non binaires, ils trouvent ça bizarre, mais c'est juste, en fait, il faut les éduquer. Il faut continuer justement à faire des marques non binaires pour que les gens ils changent leur pensée, l'œil. C'est comme dessiner, il faut dessiner tous les jours pour bien dessiner. Bah, là, il faut envoyer que des marques inclusives, éco-responsables pour que tout le monde dise ah, mais en fait, c'est bien, c'est normal, il faut aller comme ça, il faut acheter, il faut consommer éco-responsable. En fait, ça va venir. Bah, j'ai l'impression que ça va évoluer parce que de toute façon, on fait péter les normes sociales petit à petit ces dernières années. Ça évolue forcément. De toute façon, les humains sont faits pour évoluer, si on meurt pas avant. Mais voilà, parce que la collapsologie, tout ça, non mais je pense que ça va évoluer dans le «bon sens» entre guillemets. Après, c'est un jugement de valeur donc pas le bon sens, mais en tout cas, ça va, je pense, évoluer dans ce sens-là. Pas de façon rapide, mais plutôt dans 10-15 ans. Comme tu as dit, je pense que, il y aura un peu plus de liberté au niveau de l'expression de genre des gens. En fait, avec les nouvelles générations. Parce que, quand tu vois notre génération à nous, la Gen Z, déjà, ça bouge beaucoup. Même si on est dans notre microcosme, comme on dit, ça bouge quand même bien. La génération alpha, j'ai l'impression que c'est des sauvages. Ils vont tout changer donc je pense que d'ici 10-15 ans, ce sera bien différent. Il y aura beaucoup plus de liberté, il y aura beaucoup moins de jugement sur, les gens par rapport à leur apparence, par rapport à leur goût, par rapport à comment elles décident de s'habiller. On y verra déjà, ben, un peu plus clair dans tout ça. Ouais. Merci infiniment à Jeanne, Am et Sophia d'avoir partagé leurs expertises et leurs expériences autour du genre dans la mode.
Pour soutenir une mode inclusive et durable, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver la marque de Jeanne sur Instagram et sur jeannefriot.com. Le travail pédagogique d'Am est à découvrir sur son compte Am Assitan et vous pouvez vous inscrire à sa formation appelée Metastyle si vous voulez ajuster votre garde-robe à vos convictions. Enfin, soutenez l'ironie de Sophia via le compte l'ironie officielle et sur l'ironie.com. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 9e de Couture Apparente et je suis ravie de pouvoir le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 26 juillet pour un épisode un peu spécial qui ouvrira le cycle d'été de Couture Apparente. Il sera composé de 3 conférences enregistrées en partenariat avec le Digger Club qui viendront rythmer votre été.